Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez la bonne santé qu'on se souhaite amicalement le premier de l'an? J'espère que vous allez bien, tout le monde, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez bien fêté les fêtes de fin d'année. C'est important de passer les bonnes fêtes. Bon, aujourd'hui, pourquoi qu'on est là? J'ai trouvé ça, voilà, documentaire complet sur la malbouffe mondiale, l'autre visage de l'industrie alimentaire, qui date de 2016. Voilà, donc je me suis dit, allez, ça fait 10 ans, on va pouvoir cracher sur l'industrie alimentaire. Ce qui, je trouve, est une bonne idée, voilà, pour commencer l'année, en se disant, genre, ah, au bout de 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est toujours la même merde? Est-ce qu'on se fait toujours autant bananer? Est-ce qu'il y a des améliorations? Et en plus de ça, vu que là, il y a de la malbouffe mondiale, c'est vraiment genre, on fait un espèce de tour du monde. J'ai rien regardé, hein, pour le coup. On va pouvoir cringer un petit peu ensemble, voilà. Parce que je sais que c'est ce que vous aimez. Que je râle le matin. C'est ça qui vous plaît. Je vous pardonne. En vrai, là, c'est intéressant parce qu'on va encore râler sur l'industrie alimentaire. C'est un peu récurrent sur la chaîne. Mais je tiens à préciser un truc. Je suis aussi contre la haute cuisine. Et oui, je ne suis pas spécifiquement contre l'industrie alimentaire en tant que telle. Je suis contre l'industrie alimentaire quand elle essaye de faire ce que font la plupart des industries, c'est-à-dire d'extraire un maximum de pognon de la part des pauvres gens. Ce qui n'est pas du tout l'angle de la haute cuisine. La haute cuisine n'essaye pas du tout d'extraire du pognon de pauvres gens. Non, pas du pognon, pas directement du pognon, mais extraire du temps de travail de pauvres gens, du temps de labeur, parce que la haute cuisine s'intéresse essentiellement à nourrir les riches. De temps en temps, il y a des pauvres qui économisent pour se payer un bon resto, etc. Mais en vrai, c'est essentiellement orienté vers les riches, voire les très riches. Et donc, on se retrouve avec une industrie comme ça de la haute cuisine qui n'est pas du tout dans l'objectif de nourrir les gens, mais de faire un rapport de classe, de violence de classe entre les riches, les très riches et la bande de pauvres. Le but est de montrer que ce qu'ils mangent est différent que ce que mange la masse. Pas forcément mieux ou plus sain, même si c'est souvent corrélé, c'est pas toujours le cas, mais de manger différemment de ce que mangent les autres. De montrer une différence par la nourriture. Et là où c'est vicelard, c'est que l'industrie alimentaire va s'intéresser à nourrir les pauvres et va s'intéresser à nourrir les pauvres en leur extrayant le maximum de fric pour le minimum de bouffe, que ce soit en volume, en quantité ou alors en qualité. Voilà. Et c'est pour ça que je déteste à la fois l'industrie alimentaire qui essaye de nous vendre de la merde en nous disant t'inquiète c'est de l'or, et la haute cuisine où il y a littéralement besoin de 8 personnes pour nourrir une personne. Parce que je n'aime pas la haute cuisine, pas en termes de goût, ni en termes de savoir-faire, mais parce que c'est excluant. Ça exclut les masses. C'est l'objectif de la haute cuisine, c'est d'exclure les gens. Et moi, j'aime pas quand la bouffe, elle exclut. Moi, j'aime quand la bouffe, elle est pour tout le monde. Même toi, là, dans le fond, qui lurk. Tu crois que je te vois pas? Tu crois que je te vois pas? Je vois. Allez, c'est parti. On met le son là, c'est bon. Hop. On est en Inde. On est en Inde. Oui, j'ai mis pause au bout de 4 secondes, 3 secondes, mais bon. Certaines images résument une ville. Alors, non. Enfin, je comprends ce qu'ils essayent de dire, mais c'est pas aussi simple. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Certaines images résument une ville. Ben non, justement. Enfin, là, on voit des populations plutôt paupérisées qui se baignent dans le Gange. Enfin, je suppose que c'est le Gange. On rappelle que le docu a 10 ans. Parce que je me suis dit, 2026, on va prendre un truc de 2016 et on va râler contre la malbouffe. Enfin, contre la malbouffe, non, contre l'industrie alimentaire qui produit de la malbouffe pour exploiter les pauvres. Les quais pauvres de Calcutta. Ah, Calcutta. Oh, Calcutta, d'accord, ok. S'il parle de Mère Teresa, il faut rappeler, c'était pas quelqu'un de bien. Voilà, c'était un peu une connasse. Désolé, hein, je sais que ça brise certains trucs, mais oui, c'était pas quelqu'un de chouette, Mère Teresa. C'est les endroits où elle accueillait les gens, c'était des mouroirs. Et un mouroir, c'est vraiment un endroit où les pauvres vont crever. Voilà. Et du coup, on les laisse crever. Et voilà, c'est comme ça, c'est bien rangé, c'est bien propre dans le reste de la société. Parce que les pauvres, ils crèvent là-bas. Et donc, pour elle, que les pauvres souffrent,
en mourant, souffrent de leur maladie, c'était parce que ça les rapprochait du Seigneur. Et donc, elles refusaient que certains aient accès à des médicaments. Certaines personnes sont mortes alors qu'elles auraient tout à fait pu être sauvées parce que ils sont allés dans les trucs de Mère Teresa, j'ai oublié comment ça s'appelait. Voilà, donc c'était vraiment pas quelqu'un de bien. Et elle était basée à Calcutta. Ces enfants mal nourris et ces bâtiments délabrés. Oui, mais très bien, c'est bien de dire ça. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a des enfants qui crèvent la dalle et des bâtiments qui sont délabrés? Bon, là, ils n'ont pas l'air délabrés, hein, mais ça a l'air plus pollué qu'autre chose. Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est une réponse que j'aime bien, c'est parce que c'est la faute des Anglais. Pour ce coup-ci, c'est la faute des Anglais. Parfois, c'est notre faute à nous, des Français. Parce qu'on a niqué l'économie de la région. Voilà, l'Europe a détruit les économies du reste du monde. Mais depuis 20 ans, le paysage de la métropole indienne est bouleversé par l'arrivée de centres commerciaux à l'américaine, comme celui-ci, avec sa cohorte de marques occidentales. Oui, là aussi, la question se pose. C'est pour qui ces centres-là? Parce que, bon, là, on a une pub où on voit une européenne, en fait. Donc, est-ce que c'est pour les pauvres qu'on vient de voir, hein, qui crèvent la faim et qui se lavent dans la rivière? J'adore la marque Opening Song. Ouais, on la voit souvent. Elle dure pas longtemps, par contre. C'est une magnifique journée pour inaugurer ce bâtiment dont Le changement de voix off, j'adore. Calcutta rêve depuis longtemps. Le centre commercial d'Acropolis. Poussez-vous, faites de la place. Le maire de la ville et un ministre ont fait le déplacement en compagnie de l'un des acteurs les plus célèbres du sous-continent indien. Et oui, voilà, donc en fait, on a toujours le même problème. C'est pour qui ce centre commercial? C'est pour une élite qui essaye de s'européaniser ou de s'américaniser pour montrer leur richesse? Ou est-ce que c'est pour les pauvres qui se lavent dans la rivière? À mon avis, les pauvres qui se lavent dans la rivière, ils vont juste profiter du néon dehors, et c'est à peu près tout. Souffrir de ça parce que ça va utiliser énormément de clim et donc ça va réchauffer l'atmosphère autour. Il fait chaud en Inde, hein, voilà, la clim à l'intérieur refroidit mais réchauffe à l'extérieur. Et à mon avis, les pauvres, ils vont se retrouver non pas, ils vont pas trop pouvoir profiter de la clim. À mon avis, va aussi y avoir des gens devant qui vont empêcher les pauvres de rentrer, comme c'est souvent le cas. Donc bon, à qui ça s'adresse? Aux riches indiens, parce qu'on rappelle que c'est un pays où il y a quand même une différence entre les riches, pas les très riches, hein, mais les riches et les pauvres qui est gigantesque. Nous, c'est entre les pauvres et les ultra riches, voilà, bref. Mais ouais, à qui ça s'adresse? Aux Européens, aux États-Unis, on va dire aux Nord-Américains, parce qu'il doit y avoir des Canadiens aller dans le lot, et aux riches indiens qui essayent de calquer le modèle européen et états-unien. Donc ça s'adresse pas vraiment aux locaux. Bienvenue dans le paradis du shopping et de la gastronomie. Bah oui, bien sûr. C'est intéressant le point de vue du documentaire pour le coup. Parce que commencer par Calcutta en montrant les personnes qui sont vraiment les plus paupérisées et ensuite mettre ce type-là qui dit genre bienvenue dans le temple du shopping et de la gastronomie, c'est sûr que les gamins qui crèvent la faim, tout ce qu'ils veulent c'est faire du shopping. À l'étage, Oh waouh, la courte focale. Ce genre de focale utilisé dans les films, c'est pour le moment où le personnage est drogué, quoi. à côté de la cuisine traditionnelle, 3 enseignes occidentales de fast-food sont en train d'ouvrir. Subway, Eh oui, Subway, oui. Alors, occidental, c'est intéressant, parce que là, c'est très états-unien, mais... alors oui, je sais, les États-Unis font partie de l'Occident. Mais spécifiquement, là, c'est états-unien, je me demande ce que ça va être les deux autres. Je suis sûr, il y a un McDo. Ah, encore que. Parce que Subway, pendant longtemps, a essayé d'avoir une image de truc un peu healthy. C'était vu comme légèrement plus haut de gamme que du McDo, alors que en vrai... c'est pareil, hein, c'est du fast-food, quoi, mais... KFC bientôt et Domino's Pizza. Oui, c'est complètement états-unien. C'est états-unien de A à Z, c'est pas occidental. On est vraiment dans le soft power états-unien par la bouffe, quoi. Domino's, il se donne un truc genre « Hey, on est italien ?» Non. C'est purement états-unien. KFC, bon, ben, le cas de KFC, c'est Kentucky. Le Kentucky, c'est pas en Italie, ni en Espagne. Et Subway, c'est états-unien, quoi.
Starbucks, non, 2016, pas encore. Enfin, Starbucks existe largement en 2016, il n'y a pas de souci. Mais disons que l'expansion mondiale de Starbucks, je dirais, ouais, 2017-2018. Le tout premier Starbucks à Marseille, qui est quand même une grande ville, quoi, qui est en plus de ça une ville européenne, voilà, a ouvert en 2011. Et c'était un événement, genre, pour les gens. Ce que j'ai jamais trop compris. Voilà. Jamais trop compris. C'est pas tout à fait vrai. Je comprends il y a tellement de soft power états-unien par les séries, par le cinéma, que, en fait, le style de vie qui est vendu dans ces productions-là, on essaye de le copier, on essaye de l'émuler parce que ce qu'on voit, on a envie de ressembler à ce qu'on voit, quoi. Ça crée de l'envie. Et donc, si il y a un personnage cool dans un film qui va au Starbucks, on se dit genre, ah ben, ça doit être cool d'aller au Starbucks. Et en plus, lui, il a pas trop de problèmes dans sa vie à part sauver le monde. Et moi, j'aimerais bien avoir aussi peu de problèmes dans ma vie et j'aimerais bien sauver le monde. Le 600e point de vente de la marque en Inde. Ce qui est pas tant. Hein. Alors, c'est beaucoup, 600, c'est beaucoup de restaurants, mais l'Inde, on rappelle que c'est 1 milliard d'habitants. Et c'était déjà le cas en 2016. Du coup, faites la division, 1 milliard divisé par 600. Je pense qu'en proportion, il y en a plus en France. C'est combien ? 59 roupies, monsieur. 59 roupies, c'est ça ? Bon, très bien. 59 roupies, 80 centimes d'euros. 80 centimes d'euros la pizza ? Oui, tu me diras, en fait, les gens sont tellement peu payés. Et oui, juste ils sous-payent les gens, quoi. C'est un produit occidental à très bas prix, le principal argument de vente de la marque. Et il y a encore moins cher. Oui, mais attends, très bas prix. Pour nous, par rapport au niveau de vie moyen, on va dire la classe moyenne supérieure, est-ce que ce prix-là, c'est peu cher ? Cette pizza, c'est le premier prix chez Domino's. Et elle n'est vendue qu'à 49 roupies. Voilà pourquoi elle est si populaire. Bon, après, il a l'air de dire que c'est vraiment pas cher. Mais bon, on sait pas vraiment ce que ça représente vraiment pas cher par rapport au niveau de vie, et spécifiquement en 2016. On va faire confiance au documentaire, on va dire ok, c'est pas cher. Mais à mon avis, la conversion en euros n'a pas grand sens. Faudrait plus par rapport au salaire moyen ou au salaire minimum aussi. Une pizza à ce prix-là, c'est comme un rêve qui devient réalité. C'est comme un rêve qui devient réalité, c'est chaud. Enfin, c'est chaud de dire ça, quoi. C'est la très vieille blague de Coluche avec 5000 francs, tu vis 6 mois en Inde et 2 heures en Suisse. Oui, bah oui. Alors ça veut dire, il y a plusieurs interprétations à ça. Soit ça veut dire que la bouffe est globalement si chère en Inde que avoir une pizza à ce prix-là, c'est littéralement un rêve qui devient réalité parce que ça dit genre waouh, même moi qui suis payé une misère, je peux m'offrir de la bouffe comme ça régulièrement. Ou est-ce que, bon après c'est un employé, il doit en faire la pub et tout, il passe à la télé, ok, il y a un truc aussi où dire genre ah je fais la promo machin. Mais c'est soit ça, soit dire genre ah c'est un poil moins cher mais c'est waouh regardez venez à Domino's. Parce que si c'est effectivement vu comme extrêmement peu cher et que c'est vu même de l'employé qui peut se payer la pizza et tout comme un rêve devenu réalité, c'est hardcore quand même de dire ça genre. On rappelle que la pizza c'est un plat populaire à la base hein. C'est pas un truc de riche. Pour moi, comme pour les clients. Faire rêver avec de la nourriture industrielle. C'est encore possible dans les pays en développement. Les pays en développement, je déteste cette expression. Ça veut dire que l'objectif, c'est de devenir comme nous, c'est de devenir comme l'Europe. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible pour une raison simple, c'est que pour devenir comme nous, comme l'Europe, il faut avoir un passé colonial, il faut avoir exploité les ressources d'autres pays, il faut avoir un réseau d'influence mondiale, il faut être les méchants de l'histoire, en fait, basiquement. Pour que les pays en développement arrivent au stade des États-Unis ou de l'Europe, il va falloir, ou il faut, que ils envahissent leurs voisins. Ils leur piquent leurs ressources et ils exploitent les gens. Est-ce qu'on veut vraiment ça ? Bof ! Et on aimerait aussi, évidemment, que l'Europe et les États-Unis arrêtent de faire du colonialisme et du néocolonialisme. Et oui, c'est d'actualité ! Oh, waouh ! Il s'était pris un coup, l'enfant. Il y avait un œil au beurre noir assez vénère. Hein. Pensez en Europe, le conte de fées fait moins recette. Des campagnes de prévention sont diffusées depuis 15 ans pour alerter contre la malbouffe. Alors, je suis désolé, mais ce clip, avec les lumières, la musique et tout,
fait vraiment le moment dans un film de science-fiction où on sait que quelque chose va mal. Vous trouvez pas? Sérieux? Enfin, ça fait vraiment genre... c'est le moment où la bombe nucléaire va exploser, quoi. Donc là, on n'est plus en Inde. À mon avis, un truc comme ça, avec des colonnes, un drapeau, avec des couleurs bizarres, je pense qu'on est aux États-Unis. Ça ressemble aux États-Unis, là, ils ressemblent à des Américains, c'est des scooters américains, ça, voilà. Non, on est évidemment à Paris. En 2004, une loi a été votée pour limiter les effets du marketing alimentaire. Les publicités pour... Ah bon? J'étais pas au courant. Bon, après, j'avais 14 ans. Ah oui, faut marquer manger, bouger, pas trop manger de sucre, de sel et de gras, et manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ces produits devront contenir une mise en garde. Il s'agit d'appliquer la loi contre l'obésité et la... Sous pression, les industriels ont réduit les quantités de sucre, de sel et de graisse dans leurs produits en France. Mais il ne manque pas d'idées pour contourner l'obstacle. Alors, ouais, ce que j'allais dire, oui, ils ont diminué, mais enfin bon, le truc était tellement haut que, bon, voilà. Et ensuite, maintenant, avec le Nutri-Score, qui n'est pas obligatoire, on rappelle, hein, on a gentiment demandé aux industriels de mettre le Nutri-Score. Il y en a certains qui ont dit oui, bon, ok, il y en a d'autres qui ont dit genre attendez quelques mois, on va changer notre formule et ensuite on l'affiche, ce qui est plutôt une bonne chose. Il y en a qui ont accepté, qui au final ont dit non, genre Danone a accepté pendant longtemps et là, avec le nouveau calcul du Nutri-Score, c'est dit genre quoi, le lait devient devient B au lieu de A, c'est scandaleux, je retire le Nutri-Score, complètement con. Là où quand même c'est intéressant, c'est que le Nutri-Score, c'est un calcul. C'est un calcul qu'on peut faire à partir des informations nutritionnelles. Et donc, il y a une façon de calculer soi-même le Nutri-Score. Bon, après, c'est chiant parce que l'intérêt du Nutri-Score, c'était que c'était très visuel, on le voyait immédiatement. Du coup, on savait... Alors, c'est pas bon ou mauvais pour la santé, c'est pas vraiment ça. Pour moi, le Nutri-Score, je le vois vraiment comme un truc de fréquence. Un Nutri-Score A, on peut en bouffer tous les jours, c'est pas grave. Un Nutri-Score B, bon, un peu moins souvent. Le dernier, là, le rouge, on a tout à fait le droit d'en bouffer, c'est pas grave, mais plus ponctuellement, de temps en temps, pour se faire plaisir, plutôt que tous les jours. Genre, un Kouign-Amann, à mon avis, c'est un Nutri-Score D, parce que c'est que du beurre et du sucre, mais c'est bon. Et manger un Kouign-Amann de temps en temps, c'est bon, quoi. Mais tous les jours, matin, midi et soir, bof. Il va manquer, genre, des vitamines, des fibres, des protéines. Il va manquer beaucoup de trucs, quoi. Mais ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'en bouffer. Et donc, quand Danone s'est fait retoquer son retoquer, non. Quand le calcul du Nutri-Score a changé et que donc tous les produits laitiers ont baissé d'une catégorie parce que la quantité de gras a fait que, en fait, c'était pas si terrible que ça. Danone a fait genre, non, à partir de maintenant, il y aura plus le Nutri-Score. C'est bon pour l'industrie bretonne, ouais. Oui. Nutri-Score W, le Kouign-Amann, pas du tout. C'est pour lubrifier les artères. Et je vous ferai dire, monsieur, dame, là, je vous ferai dire, oui, que les croissants, il y a plus de beurre dans les croissants que dans le Kouign-Amann. Eh ouais. Du coup, les Parisiens bouffent plus de beurre que les Bretons. C'est pas le même, c'est du beurre salé en Bretagne, mais plus de beurre dans le croissant que dans le Kouign-Amann. Parce que dans le croissant, c'est environ 50-50. Dans le Kouign-Amann, c'est environ un tiers. Donc, quand même, il y a significativement plus de beurre dans les croissants que dans le Kouign-Amann. Il insulte toute la France d'un coup. J'ai fait une pâte feuilletée hier pour la galette des rois, la quantité de gras. Ah bah ouais, non mais c'est l'intérêt d'une pâte feuilletée, c'est que pour avoir un feuilletage, t'es obligé d'avoir du gras, quoi. Après, un croissant et une part de Kouign-Amann, c'est pas le même poids. Soit, c'est que des produits naturels, le Kouign-Amann, ça peut pas faire de mal. Exactement, voilà. Bon, les croissants aussi. Mais n'empêche que plus de beurre dans le croissant que dans le Kouign-Amann. Désolé, voilà. Vous pouvez vérifier. Environ 50% de beurre pour le croissant, environ un tiers pour le Kouign-Amann. Bon, le problème du Kouign-Amann, c'est que ensuite il y a un tiers de farine, enfin un tiers de pâte et un tiers de sucre. Mais moins de beurre. Voilà. Sur Internet, où la publicité est moins contrôlée, il cible de nouveaux consommateurs. Oh waouh, 2016. 2016, on rappelle. La publicité sur Internet n'est pas soumise aux mêmes lois que la publicité dans la rue et à la télé. Dans l'ensemble, c'est quand même interdit d'avoir des pubs pour la clope, par exemple, sur Internet. Je crois que de toute façon, les pubs pour la clope, c'est interdit en France. Voire en Europe, mais je suis pas sûr pour l'Europe. Mais interdit en France, c'est sûr. Kouign-Amann, qui veut littéralement dire pâte au beurre. Voilà. Amann, ça veut dire beurre. Kouign, ça veut dire pâte. Voilà.
Kunyaman, pâte au beurre. Vous avez appris 2 mots de breton. Dans les pays du Sud, les enseignes vont bien plus loin, en démarchant dans les cours de récré. C'est terrifiant. C'est juste 100% terrifiant. Alors cette image est complètement terrifiante parce que rien qu'à la voir, on sent la chaleur, on sent le chaud et on sent tous les gamins qui sont à l'ombre là en mode genre hey, crevez pas les gosses. Et ce pauvre employé qui est dans la tenue la plus plastique du monde avec des cheveux en plastique, des gants et qui est en plein soleil. Donc déjà ça c'est glauque. Et ensuite le fait que ce soit une marque de fast-food dont on sait qu'il y a une histoire, voilà, qu'il y a une histoire sur le fait de convertir les gens à la malbouffe et d'être mauvais pour la santé et d'avoir un marketing ultra agressif qui cible particulièrement les enfants, qui crée énormément de problèmes de santé dès l'enfance et particulièrement à l'adolescence et ensuite à l'âge adulte. Mais ça, faire du marketing agressif comme ça, aller dans les écoles pour habituer les gamins à aller bouffer McDo, c'est terrible. C'est bon les cailloux, ça dépend lesquels. Il y a des recettes, et je déconne pas, il y a des recettes chinoises à base de cailloux. C'est des galets qu'on suce et il y a de la sauce dessus, et voilà. C'est pas un ingrédient à proprement parler, c'est un support, mais techniquement, tu mets un caillou dans ta bouche, quoi. Ok, mange Pierre dans l'histoire sans fin. Oh oui, c'est vrai, oh waouh, les souvenirs là d'un coup. Bon, après, il y a vraiment ce côté où tu as McDo dans la lumière qui amène la lumière aux enfants. Mais bon, vu qu'on est au Brésil, c'est juste des gens qui se protègent du soleil. Parce que là, ça doit être brûlant. Tout est en béton, il n'y a pas un arbre. Ça, c'est la cour d'école. Ah, c'est chaud quand même. Ça doit leur cramer les pieds. Oh, les bébous. Ah, ça me fait si mal au cœur. Leurs produits de composants gras et de sucre. Enquête sur les nouveaux ok, la voix off n'était pas là. territoires des rois de l'alimentaire. On passe de la famine à l'obésité. Ça va être un désastre sanitaire. Oui, tout à fait. C'est un des problèmes des pays qui se surindustrialisent très vite et où les marques européennes, enfin occidentales, arrivent, particulièrement états-uniennes d'ailleurs pour le coup, arrivent et deviennent la nouvelle norme, le nouveau standard. Et donc il y a des gens qui on passe littéralement du vide à la fausse abondance. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pauvres, hein. Il y a encore des pauvres qui crèvent la dalle. C'est ceux vraiment tout en bas de l'échelle. Et il y a un cas en Europe, l'Irlande. Pendant quand même un certain temps, c'est un certain nombre de siècles, les famines en Irlande, c'était extrêmement courant. Il y a eu les grandes famines irlandaises. Il y a eu quelques famines au XXe siècle en Irlande. Et depuis quelques années maintenant, l'Irlande est le premier pays européen qui contient le plus de personnes en surpoids. Et c'est sans doute extrêmement lié. Pour une raison ultra simple, c'est que les personnes qui ont survécu, alors c'est tragique, hein, mais les personnes qui ont survécu aux famines, c'est sans doute génétiquement les personnes qui avaient la plus de possibilités, de capacités physiologiques de stocker du gras et donc de le redistribuer sur des périodes longues de famine. Et donc, tu as un effet de sélection comme ça qui fait que les personnes encore en vie, c'est les personnes qui arrivaient à stocker le maximum de gras et à l'exploiter au maximum. La génération 2, puis la génération 3, etc., héritent de ces traits-là. Et quand d'un coup, il y a de l'abondance, et ben, les générations qui ont hérité de ces traits-là stockent énormément parce que leur corps, j'aime pas la notion de mémoire génétique, c'est de l'épigénétique et tout, mais en gros, cette capacité à vouloir stocker du gras est héritée. Parce qu'il y a cette idée que dans cette région-là, pour survivre, va y avoir des famines, du coup il faut stocker du gras. Voilà. Bon, bref. Là c'est ultra simplifié parce que c'est donner une direction une intention à l'évolution alors que pas du tout, hein. C'est vraiment genre, les personnes qui ont survécu étaient dans ce cas-là, du coup leurs descendants se retrouvent dans ce cas-là par la génétique, quoi, tout bêtement. Et c'est aussi le cas par exemple à Hawaï. Enfin pas que à Hawaï, mais spécifiquement à Hawaï. Parce que les populations locales qui sont arrivés jusqu'à Hawaï, historiquement, sont arrivés en bateau. Or, pour faire d'aussi longues distances en bateau, parce qu'on rappelle que Hawaï, c'est au milieu du Pacifique, hein. Genre, littéralement, il n'y a rien autour, quoi. C'est vraiment, vous prenez le Pacifique, vous prenez le pont au milieu et vous avez Hawaï. Pour arriver jusqu'à Hawaï en bateau, il y en a beaucoup qui sont morts de faim parce que le trajet était extrêmement long. Et donc, ceux qui ont survécu sont des gens qui, pareil,
avaient tendance à pouvoir efficacement stocker du gras et à l'exploiter pendant de longues périodes. Du coup, pas perdre tout en 2 semaines. Et donc, les populations qui ont vécu sur l'île ont hérité de ces traits-là parce que c'est la sélection génétique du trajet qui a mené à ça. Et donc quand les États-Unis sont arrivés avec leurs gros bateaux de guerre, oui parce que Hawaï a été annexé militairement par les États-Unis, il y a même une loi états-unienne qui est sortie pour dire genre on s'excuse, c'est notre faute, mais bon c'est tant pis, voilà c'est quand même à nous, c'est quand même un État. Et maintenant si vous voulez ne plus être un État, eh ben c'est un acte de sécession et on vient vous rouler dessus avec l'armée. Voilà, USA, USA. Et on sait comment les États-Unis se comportent avec les États du Sud qui décident d'être indépendants de l'influence états-unienne. Il n'y a pas du tout d'influence récente, enfin d'exemples récents, très récents même, de ce genre de comportement. Bref, donc quand les États-Unis sont arrivés avec leurs bateaux de guerre pour annexer Hawaï, pour vendre l'île directement à la Dole Company, qui était une entreprise de fruits, vendait des fruits. Et la Dole, qui existe toujours, hein, c'est une entreprise qui existe toujours, a fait pousser des ananas sur Hawaï. L'ananas n'est pas du tout originaire d'Hawaï. La Dole a fait pousser des ananas en gros volume sur Hawaï parce que c'était le climat parfait pour ça. Et donc, à moitié esclavagisé toutes les populations de l'île, les gens qui étaient sur place avaient plus les moyens de pêcher ni de faire leur culture et se retrouvaient obligés de faire de bosser dans les plantations, quoi. Et on sait que les États-Unis et les plantations, alors là pour le coup c'était des ananas, c'était pas du coton, mais on reste quand même dans des trucs un peu similaires, de faire bosser des gens de couleur dans les plantations jusqu'à ce qu'ils crèvent, en les sous-payant et ou en les payant pas du tout. Et donc il y a une seconde famine qui s'établit sur Hawaï. Et donc on se retrouve dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que les gens qui arrivaient à stocker le maximum de gras avant la période de famine et à survivre à la période de famine, survit donc, alors que les autres non, et passent ce trait à la génération suivante. Bon. Et du coup, dans les années 70-80, les Américains, les États-Unis vont à Hawaï se promener, faire du tourisme, ce genre de trucs. Donc ça devient une destination touristique. Et c'est à ce moment-là que devient à la mode la chemise hawaïenne. Et donc, à ce moment-là, vu que les touristes états-uniens du continent arrivent, il faut qu'on leur propose à bouffer. Et donc, il y a les restaurants qu'on trouve sur le continent qui s'installent. Et les restaurants qu'on trouve sur le continent, qu'est-ce que c'est ? C'est des pizzerias qui font pas de pizza hawaïenne, ça arrive plus tard. C'est des fast-food, c'est des restaurants un peu chicos, mais avec de la bouffe états-unienne, mexicaine, texane, etc. Les moins chers, comme sur le continent, c'est les fast-food. Et donc, les populations locales, où est-ce qu'elles vont bouffer ? Parce que, encore une fois, elles n'ont plus vraiment les moyens de pêcher, vu qu'il faut que ce soit des jolies plages magnifiques où les colons puissent se baigner, prendre le soleil, ce genre de trucs, ils peuvent plus exploiter la mer, ils peuvent plus pêcher, ou alors à certains endroits qui sont pas les meilleurs endroits, évidemment. Et donc, ils sont obligés d'aller au fast-food parce que c'est le moins cher. Or, le fast-food, vu que c'est gras, sucré, salé, beaucoup plus que de la nourriture qu'ils avaient accès, à laquelle ils avaient accès sur place, eh ben, ils se retrouvent à emmagasiner un maximum de gras parce que leur organisme a été sélectionné par la nature et par l'exploitation pour emmagasiner un maximum de gras pour survivre aux périodes de disette. Sauf que vu que là, il n'y a plus de période de disette, juste tout le temps du fast-food, eh ben c'est un des États avec la plus grande population obèse des États-Unis. C'est pas la plus grande, je crois que c'est le Texas, l'État avec le plus de personnes en surpoids. Mais Hawaï est pas loin derrière, et le seul truc qui les sauve, c'est qu'il y a beaucoup d'États-Unis du continent qui sont sur place et qui bossent, et donc la population locale n'est plus forcément majoritaire, et donc voilà, c'est ce qui fait que c'est pas la population la plus obèse des États-Unis, c'est parce que ils se sont fait coloniser, quoi, basiquement. Littéralement, les États-Unis sont arrivés, ont exploité les gens, et leur ont servi à bouffer de la merde, et ils pouvaient plus bouffer que ça, parce qu'ils avaient plus les moyens de bouffer autre chose. La colonisation, c'est jamais bien.